Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Annie Munier, conseillère à l'international pour Bretagne Commerce International. Je vous remercie pour votre participation pour ce webinaire donc dédié au Brexit, post-Brexit, après la sortie effective du Royaume-Uni, sur les aspects import-export des produits agroalimentaires. Pour ce webinaire, nos deux intervenants que je remercie, Julie Poirot, conseiller agricole à l'ambassade de France au Royaume-Uni, et Denis Aubeau, coordonnateur régional Brexit, Draft Bretagne. Nous serons ensemble donc jusqu'à 14h45. Pour un point technique, vous pourrez écrire vos questions dans l'onglet questions et nous vous proposons d'y répondre en fin de présentation. Voilà, après un cycle donc, de plusieurs webinaires Brexit avec nos partenaires en Bretagne, BCI a souhaité organiser ce nouveau webinaire lors de l'Open de l'International pour faire un point de situation avec vous et avec donc Julie Poirot et Denis Aubeau afin de voir les divers aspects import-export des produits agroalimentaires à 6 mois depuis la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon webinaire et Julie, c'est à vous. Merci beaucoup Annie. Bonjour à tous. Alors Annie, je vous signale juste que je vais devoir vous demander de passer les diapositives puisque ça ne marche pas chez moi, Très bien. les aléas du direct. Donc avant de rentrer dans les détails qui vous intéressent, les modalités pratiques, ce qui change, je voulais tout d'abord revenir un petit peu sur le cadre général de la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, comme vous le savez, depuis, vous avez suivi les péripéties des négociations du Brexit qui se sont déroulées en deux phases. D'abord avec l'accord de retrait qui a été obtenu en octobre 2019. Et puis la nouvelle relation commerciale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui a été finalisée juste la veille de Noël, comme un cadeau de Noël peut-être un petit peu empoisonné, mais qui a permis en tout cas d'avoir ce partenariat économique et de coopération qui est assez unique parce qu'il est très ambitieux, il est très large et puis surtout il nous permet de commercer avec le Royaume-Uni sans quota ni droit de douane. Si je reviens sur l'accord de retrait qui semble un peu réchauffé puisque c'était la première partie de la négociation dès 2019, c'est parce que finalement, encore actuellement et ces jours-ci, cet accord de retrait pose de nombreuses difficultés. Vous l'avez vu peut-être dans la presse française, et surtout dans les tabloïds britanniques, on a parlé de la guerre de la saucisse. Puisque c'est dans cet accord de retrait qu'on a le protocole nord-irlandais qui permet de définir le statut très particulier de l'Irlande du Nord, qui est à la fois toujours un pied dans l'Union européenne et faisant partie intégrale, bien sûr, du Royaume-Uni. Et donc, pour éviter le placement d'une frontière sur l'île d'Irlande, on a en fait déplacé les contrôles entre l'île de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ce qui pose de nombreuses difficultés et notamment parce que en Irlande du Nord s'appliquent désormais les mêmes règles à l'importation de ce qui vient de Grande-Bretagne que dans le reste de l'Union européenne, avec notamment une interdiction d'importation de viande hachée réfrigérée. Donc c'était ça bien sûr qui a posé beaucoup de difficultés aux entreprises nord-irlandaises et puis surtout aux politiques en Irlande du Nord. Donc ce week-end, il y a eu encore beaucoup d'articles et notamment Lord Frost, le ministre chargé du Brexit au Royaume-Uni, qui a indiqué que le protocole ne fonctionnait pas, qu'il créait des risques de stabilité pour la paix en Irlande du Nord et notamment pour le respect de l'accord du Vendredi Saint qui permet de stabiliser la situation entre catholiques et protestants, entre unionistes et républicains. Et voilà, c'est vrai que du coup, les relations entre l'Union européenne et le gouvernement britannique sont particulièrement tendues
pour essayer de trouver une solution apaisée. Et ça a une influence en fait dans toute notre mise en œuvre de l'accord de commerce et de coopération, puisque les relations sont toujours un peu vives et on voit bien que sur tous les sujets, on a bien sûr une tendance un peu au ce que les Britanniques appellent le blame game, c'est-à-dire reporter toute la faute et toutes les difficultés que connaît le Royaume-Uni sur l'Union européenne, oubliant peut-être un peu vite que ce sont eux qui ont choisi de sortir de l'Union européenne. Sur la diapositive suivante, je voulais vous évoquer avec vous finalement, donc le Royaume-Uni est sorti pour reprendre le contrôle de son destin. Et finalement, on voit un peu d'hésitation sur ce qu'il va faire de cette liberté retrouvée. Et on voit un peu des débats qui n'existaient pas auparavant, qui sont pas seulement liés au Brexit, qui sont aussi reliés à la crise Covid. Et notamment un débat sur, parce que je vais me focaliser sur la partie agriculture, pêche et agroalimentaire, une mise en lumière très récente de la dépendance du pays aux importations, notamment agroalimentaires. Le Royaume-Uni est autosuffisant qu'à 60% pour la nourriture et il importe jusqu'à 90% de ses besoins pour certains fruits et légumes, par exemple. Donc c'est vrai qu'il aurait peut-être dû se poser ces questions-là avant de voter le Brexit. Mais du coup, ça a permis d'avoir peut-être des débats qu'il n'y avait pas avant, et notamment le soutien de l'agriculture britannique, ce qui n'était pas forcément quelque chose, nous on entend souvent acheter français, ici c'était pas vraiment une préoccupation. Et puis des débats aussi sur le maintien des normes de production et peut-être aussi de la vigilance à avoir dans le cadre des futurs accords de commerce et de libre-échange avec d'autres pays tiers qui pourraient menacer finalement le niveau des normes auxquelles les consommateurs britanniques sont habitués. Et on l'a vu par exemple avec l'accord de libre-échange qui a été signé juste après le G7 en Cornouailles avec l'Australie, qui a fait pas mal de débats dans le monde agricole britannique, puisque vous le savez peut-être, les normes australiennes en matière de santé et protection animale, par exemple, sont bien inférieures à celles que nous avons dans l'Union européenne. Et c'est un peu un paradoxe parce que le Royaume-Uni a dit que justement il allait sortir de l'Union européenne pour faire encore mieux et notamment être le champion du bien-être animal et faire beaucoup mieux que l'Union européenne qui l'empêchait d'avancer aussi vite qu'il le souhaitait. Et on voit que finalement, dès qu'il y a un accord de commerce à signer, c'est peut-être ces grandes déclarations ne sont peut-être que des vœux pieux. Il doit aussi définir sa politique agricole. Donc voilà, la politique agricole commune était considérée comme inapte et trop lourde, peu efficace. Donc ils vont changer pour une nouvelle politique agricole britannique, mais il y a beaucoup de discussions entre les différentes nations, l'Écosse, Pays de Galles, Angleterre et Irlande du Nord, qui ne sont pas forcément d'accord sur la direction que doit emprunter cette nouvelle politique agricole. Beaucoup de questions aussi. Le Brexit, c'était reprendre le contrôle et notamment le contrôle des frontières. Et ce qu'on voit, c'est que là, il y a beaucoup de pénuries dans le secteur agroalimentaire parce que c'est un secteur qui est fortement dépendant des travailleurs européens, notamment dans les abattoirs, dans les industries agroalimentaires, mais aussi pour la cueillette et tout ce qui est récolte saisonnière. Également les chauffeurs de poids lourds qui, avec l'effet cumulé de la crise Covid, des restrictions pour rentrer plus du Brexit, certains ont décidé de tout simplement rentrer sur le continent. Donc on a une pénurie de travailleurs dans ces secteurs qui pourrait faire craindre certaines pénuries pour l'été. Voilà, et puis après, beaucoup d'ambition de faire différent de ce qu'on a dans l'Union européenne, notamment peut-être sur les NBT, les New Breeding Techniques, ces OGM de dernière génération qui pourraient
être autorisé au Royaume-Uni. Donc voilà pour le cadre général. Peut-être plus concrètement, le Brexit, qu'est-ce que ça change pour commercer avec le Royaume-Uni? Tout d'abord, ce sont des nouvelles formalités douanières, parce que certes, il n'y a pas de tarifs, pas de quotas, mais il y a quand même passage d'une frontière qui est matérialisée, donc avec, dans un sens ou dans l'autre, des déclarations d'importation, d'exportation. Et puis, pour bénéficier de cette exemption de droits de douane, il faut bien sûr respecter les règles d'origine. Donc, un produit ne peut bénéficier de cette exemption de droits de douane que s'il est fabriqué dans l'Union européenne ou en Grande-Bretagne, ce qui pose parfois des difficultés pour ceux qui, par exemple, utilisaient la Grande-Bretagne comme plateforme de réexportation vers l'Irlande. Donc sur tous ces points-là, je vous invite vraiment, la douane française a fait un énorme travail pour faire un guide le plus exhaustif possible, et vous avez les liens ici, et puis également avec le pôle d'action économique douanier le plus proche de vous pour vraiment prendre en compte ces nouvelles formalités qui, bien sûr, sont beaucoup plus fastidieuses, hein. On sort du marché unique, mais qui sont indispensables à respecter. En plus particulièrement donc sur les modalités sanitaires et phytosanitaires, donc le Royaume-Uni a choisi de pas du tout s'aligner sur la réglementation européenne. Il aurait pu choisir le modèle suisse, c'est-à-dire que la Suisse reprend intégralement les règles sanitaires et phytosanitaires de l'Union européenne, et donc on n'a pas de contrôle pour exporter nos produits agroalimentaires vers la Suisse et inversement. C'est pas le choix qu'a fait le Royaume-Uni, donc il est confronté depuis le 1er janvier à un rétablissement complet des formalités pour exporter des produits de Grande-Bretagne vers l'Union européenne. En revanche, de son côté, il a décidé de se laisser un petit peu plus de temps. Officiellement, ils ont dit on laisse très gentiment du temps pour les entreprises européennes pour se préparer à l'exportation. En réalité, c'est surtout que ça leur prend un temps fou de se préparer à toutes ces nouvelles formalités. Donc, ils ont mis en place un échéancier échelonné avec les contrôles qui seront rétablis complètement que à partir du 1er avril. J'ai fait une erreur dans la diapositive 1er avril 2022 pour la dernière. Je corrigerai Madame Munier. Et des contrôles qui ont été rétablis au 1er janvier 2021 uniquement pour les animaux vivants et les végétaux à haut risque, c'est-à-dire ce qui était déjà soumis à une forme de certification pour les échanges intra-européens. Donc la prochaine échéance à retenir pour les exportateurs français, c'est l'échéance du 1er octobre, date à laquelle il faudra fournir un certificat pour tout ce qui est produits d'origine animale. Donc ces envois devront être pré-notifiés auprès de votre importateur britannique. Et durant la période du 1er octobre au 31 décembre, les autorités britanniques ont indiqué que ce serait une période pédagogique dans laquelle donc les contrôles ne seront pas à la frontière mais uniquement documentaires, et durant laquelle les autorités britanniques indiqueront simplement, voilà, vous vous êtes trompé de certificat, merci de corriger pour la fois suivante, etc. Donc c'est vraiment une période pédagogique, et le rétablissement des contrôles à la frontière devrait se faire normalement au 1er janvier 2022 pour les produits d'origine animale. À cette date également, on aura une pré-notification à un certificat pour les végétaux dits réglementés, c'est-à-dire ceux qui sont le moins à risque, et un rétablissement complet des contrôles à la frontière à partir du 1er avril 2022. Voilà. D'autres points peut-être importants, c'est que pour l'instant, on est aussi dans une phase de transition pour tout ce qui est une phase de dérogation jusqu'à la fin de l'année pour les produits biologiques, par exemple. Il n'y aura pas de certificat d'inspection qui sera demandé avant le 1er janvier 2022. Pour le vin également, l'autocertificat, pour ceux qui font peut-être
pas beaucoup de production de vin en Bretagne, mais peut-être import-export. Pas d'autocertificat Tout à demandé fait. avant le 1er janvier 2022. Et puis, les palettes en bois aussi doivent respecter une norme de la Convention internationale de la protection des végétaux, qui est la norme NIMP 15. Donc, ça veut dire des formalités en plus pour les palettes en bois. Ce qu'on peut retenir peut-être parce qu'on a vu ce que ça a donné pour les exportateurs britanniques et on pense que ça peut être intéressant d'en prendre connaissance pour se préparer un peu, voir ce que ça peut donner pour les exportateurs européens. C'est que les premiers jours, les premières semaines pour les exportations ont été particulièrement difficiles. On avait à peu près 90% des lots reçus pour les contrôles sanitaires et phytosanitaires qui étaient non conformes au cours du mois de janvier 2021. Bon, il faut dire, les Britanniques ont eu 6 jours pour se préparer, donc ça peut expliquer aussi. On est actuellement à un taux de non-conformité qui est de l'ordre de 1,5%. Fin mai, chiffre fin mai 2021. Donc on voit qu'il y a eu une amélioration spectaculaire, avec peut-être certains petits exportateurs qui ont tout simplement arrêté d'exporter, malheureusement. Donc au début, il n'y avait pas de pré-notification, il n'y avait pas les bons certificats, c'était compliqué parce qu'il y a plein de différents systèmes d'information, systèmes informatiques, que ce soit douane ou SPS. Donc ça a été un peu compliqué pour les exportateurs britanniques. Et puis surtout, ils n'avaient pas de représentants en douane enregistrés ou de commis pour les aider à faire les formalités à la frontière. Donc c'est ça qui a beaucoup ralenti les importations dans l'Union européenne. Donc c'est sur ces points-là qu'il faudra être vigilant pour vos propres exportations. Et puis on voit bien que ça va être beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est groupage. C'est plus difficile maintenant de remplir un camion avec un peu tout et n'importe quoi. Et bien sûr, les transporteurs ont tendance à éviter de mélanger ce qui est soumis à contrôle sanitaire de ce qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment des solutions à chercher par filière et par mutualisation. Et on a bien vu que les exportations britanniques vers l'Union européenne au premier trimestre en ont beaucoup pâti et ont malheureusement chuté. Voilà, peut-être sur la diapositive suivante pour vous dire quand même que côté autorité française, on s'est bien sûr préparé pour accompagner au mieux à la fois respecter nos obligations européennes, mais aussi accompagner au mieux les entreprises à l'export. C'est surtout la douane qui a été la plus sollicitée, puisqu'on a recruté plus de 700 équivalents temps plein entre 2018 et 2020 pour la douane. On a créé un système informatique de toutes pièces pour permettre aux opérateurs d'automatiser le passage à la frontière. Côté import, sur les formalités sanitaires et phytosanitaires, on a créé 5 nouveaux postes de contrôle frontalier sur la façade Manche, plus 3 qui ont été adaptés pour faire face à l'augmentation d'activité. On a recruté un peu moins de 400 agents et notre service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire est passé de 90 agents au niveau national à 450, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de la préparation. Donc sur l'export, on se prépare aussi. Les recrutements sont en cours. Il y en aura à peu près 90 agents supplémentaires dans toute la France. On forme nos services déconcentrés. On a mis en place avec France Agrimaire des réunions régulières dédiées avec les fédérations professionnelles. Donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos questions auprès de vos fédérations, parce qu'on essaye de toutes les traiter dans cette instance et de publier un maximum de foires aux questions et de documents de communication. Alors on sait qu'il y a encore beaucoup de détails techniques qui vous manquent, et ça, on a des réunions toutes les semaines quasiment avec les autorités britanniques, au cours desquelles on leur demande absolument des précisions opérationnelles. On sait qu'elles sont encore manquantes. Donc il y a un nouveau Border Operating Model qui est l'équivalent un peu du guide douanier pour le Brexit de la douane française, une nouvelle version qui doit être publiée par les autorités britanniques d'ici la mi-juillet, on espère, et on espère que ça vous apportera suffisamment de réponses. Et bien sûr, tout ce document et toutes les nouvelles informations qui
contiendra seront reprises dans les documents de communication du ministère de l'Agriculture. Donc voilà pour le tableau général au niveau Merci. national. Et je vais passer la parole à Denis, le local de l'étape, pour un point Merci. plus spécifique Bretagne. Merci Julie. Donc la parole est à Denis Aubeau, donc coordonnateur régional Brexit à la DRAF Bretagne. On Okay. vous écoute, Denis. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Denis Aubeau, coordonnateur régional Brexit pour la région Bretagne depuis 2019, janvier 2019. Donc j'ai été nommé sur ce poste. Voilà, le ministère a nommé 3 coordonnateurs au niveau de la façade Manche pour accompagner l'adaptation déjà au niveau d'obtenir les agréments des postes frontaliers, ce qu'on a opéré surtout en 2019 en tout début d'année avec les échéances qui étaient très proches au départ, mais finalement qui ont été plus longues que prévu. Et donc pour la Bretagne, on a donc obtenu la création d'un nouveau poste, celui de Roscoff, et l'extension de l'agrément du poste de Saint-Malo. Aujourd'hui, ce qui différencie ces deux postes, si je dirais, la différence entre les deux postes, c'est-à-dire le même type de produits peuvent rentrer d'un côté et de l'autre, sauf les animaux vivants qui ne peuvent venir que sur Saint-Malo pour les catégories sur lesquelles nous sommes autorisés. Voilà, donc ça a été je dirais la première partie du chantier qui a été confié au coordonnateur, celui déjà d'obtenir les agréments auprès de la Commission européenne et puis de suivre les chantiers de création des postes avec les gestionnaires portuaires. Et à cela s'est ajouté une partie communication. On a eu après le recrutement des agents et la partie aussi communication auprès des opérateurs pour les préparer aux échéances qui s'imposeraient à nous. Et voilà, et qui sont actifs, je dirais, depuis le 1er janvier de cette année. Donc pour la partie importation, voilà, je vous ai présenté dans mon introduction les 2 postes qui ont été créés et étoffés avec le champ d'agrément. Aujourd'hui, ce sont sur l'effectif qui a été présenté par Julie de un peu moins de 400 agents sur la France. Voilà, c'est peu en Bretagne, mais c'est à l'image des flux historiques qui y passent. Donc on est à 18 agents sur la partie import en Bretagne avec un objectif d'avoir 10 vétérinaires pour pouvoir en tout temps en fait pouvoir libérer les lots au plus tôt à leur arrivée en Bretagne. Il faut être honnête qu'aujourd'hui on reste encore avec une activité très limitée en Bretagne pour la simple et bonne raison que le contexte Covid sanitaire faisant en fait a ralenti, suspendu, limité les rotations. Au final, aujourd'hui, l'activité est constituée sur la Bretagne, échange avec le Royaume-Uni, en fait, par les échanges particuliers avec les îles anglo-normandes qui débarquent sur Saint-Malo aujourd'hui, qui est quasiment le seul point d'entrée agréé que les îles anglo-normandes peuvent emprunter. Donc on a aujourd'hui 250 lots à notre effigie. C'était le point qu'on a établi fin de semaine dernière. Donc à quelques lots près, je suis à peu près dans la vérité. Donc je vous indique les points de contact utiles vers les 2 postes frontaliers. Le poste de Roscoff, vous avez l'adresse mail institutionnelle et ainsi que celle de Saint-Malo. C'est des adresses que vous pouvez tout à fait utiliser pour solliciter éventuellement réponse à des questions que vous auriez pour anticiper et gérer au mieux des importations que vous auriez opérées depuis le Royaume-Uni. Voilà, sur la partie export, je vais vous faire un bref topo aussi de la situation. Donc, il y a un ensemble de nouvelles exigences que Julie a présentées tout à l'heure qui se sont mises en place. Donc, les toutes premières se sont mises en place depuis le 1er janvier de cette année sur certains, je dirais, produits hautement prioritaires. Donc, les végétaux de plantation et notamment les animaux vivants. Mais les nouvelles échéances sont plutôt à venir à partir de cet automne et en début janvier 2022. Pour suffire à ces regains d'activité, en fait, le ministère a donc donné le droit à recruter des agents. Donc en Bretagne, aujourd'hui, ce sont un droit à recruter de 13 agents supplémentaires, et dont 4 pour la partie végétale qui sont disposés en DRAF et 9 agents qui sont plutôt sur tout ce qui est partie
le domaine animal et eux qui sont situés en DDPP. Donc pour la partie, pour les questions plus spécifiques sur la partie import, en fait, voilà, plutôt mobiliser la cellule Brexit et en fait un message qu'on tient aussi pour les entreprises qui seraient amenées à avoir des exportations à faire vers le Royaume-Uni. C'est-à-dire, au même titre qu'on a pu voir les difficultés sur la partie import au tout début d'année, en fait, c'est surtout de bien anticiper les demandes de certificats. En effet, il y a un délai nécessaire à la délivrance de la certification pour opérer ne serait-ce que déjà le respect des exigences. Donc, anticiper. Les contacts en DDPP sont ajoutés sur cette diapo-là, en fait. C'est-à-dire, pour la partie animale, en fait, les questions peuvent être adressées au DDPP, enfin, les demandes de certificats. Et pour la partie DRAF, c'est vers le service régional de l'alimentation où les demandes peuvent être formées pour obtenir des certificats. Voilà la partie, un point qu'on tient à vous rappeler. Sinon, dans cette présentation, on a aussi tenu à vous communiquer un certain nombre de liens sur lesquels vous pouvez trouver des informations complémentaires et qui sont mises à jour régulièrement, tant sur le site de notre ministère, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez des informations générales et détaillées en fonction de ce que vous recherchez, donc il ne faut pas hésiter à aller voir régulièrement pour y voir les mises à jour. Il y a donc le site du ministère, mais il y a aussi des sites autres qu'on vous invite à aller voir. Sur la diapo suivante, voilà, vous verrez, il y a un... Je laisse la diapo. Voilà, donc c'est sur le site de France Agrimaire, en fait, où il y a aussi pas mal d'informations qui sont communiquées avec un document qui liste l'ensemble des liens utiles et intéressants en fonction des filières, en fonction des types de questions. Vous avez aussi la foire aux questions qui est mise en ligne. Vous trouverez le lien en allant sur Expedant 2 foire aux questions. Et par ailleurs aussi le site de la Commission européenne qui peut être une source d'information. Parallèlement, n'hésitez pas bien évidemment à aller voir en particulier pour la partie export, le site des autorités britanniques qui vous permettent de visualiser très rapidement l'ensemble des exigences qui s'imposent à vous et vraiment d'avoir le détail de ce qui va vous être imposé à l'arrivée de vos marchandises vers le Royaume-Uni. Voilà à peu près la partie des sites et bien sûr et bien évidemment BCI, notre relais avec qui nous travaillons, nous avons travaillé en fait depuis des mois justement au rétablissement des contrôles Brexit et qui tient à jour toutes les informations et qui nous est aussi fort utile à toutes nos opérations de communication que nous avons pu conduire, que nous conduisons encore aujourd'hui et que j'espère nous conduirons encore avec eux. Voilà. Merci, tout à fait. Je vous propose, à moins que Julie n'ait un point à rajouter suite à l'intervention de Denis, je vous propose de lire les questions qui sont tombées en même temps que vous interveniez, qui, pour certaines, ont sans doute déjà eu la réponse. Alors, je commence. À partir de quand les certificats sanitaires seront obligatoires? Quelle sera la procédure? Donc, je pense que vous y avez déjà répondu, mais globalement, on reprend... Je reviens. Ce qu'il faut retenir, c'est soit vous étiez déjà, vous envoyez des végétaux dits haute priorité ou des animaux vivants, et là, vous étiez déjà concerné depuis le 1er janvier. Ouais. On va dire que c'est certainement pas ça que vous aviez en tête. C'est l'échéance du 1er octobre pour les produits d'origine animale et 1er janvier pour les produits d'origine végétale, les végétaux dits réglementés, ceux qui sont les moins à risque. Et ensuite, à chaque fois, il y a un décalage de 3 mois pour le rétablissement des contrôles à la frontière. Mais vraiment, il faut être prêt pour ceux qui exportent des produits d'origine animale au 1er octobre, puisque même si vos marchandises ne seront pas arrêtées à la frontière, les certificats seront contrôlés à distance ou éventuellement à l'arrivée. Donc, vous aurez normalement pas à gérer finalement un problème de marchandise qui est stoppé à la frontière et qui doit être renvoyé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
mais il faudra quand même fournir ces certificats et on est en train de demander plus de précision de la part des autorités britanniques, notamment est-ce qu'il faut l'original du certificat dès le 1er octobre ou est-ce qu'une copie scannée pourra suffire. Donc ça, on attend des précisions et on espère que ce sera publié dans la nouvelle version de leur guide de la frontière, le Border Operating Model, qui doit être publié d'ici mi-juillet, on espère. Très bien. Vous disiez qu'il n'y avait peut-être pas de questions sur le vin. Eh bien, écoutez, c'est la question qui va vous faire mentir. Il y a-t-il des procédures spécifiques pour l'exportation des vins au UK? Nous n'avons pas de vigne, mais nous avons des négociants. Voilà. C'est pour ça que j'avais mis la diapo. Voilà. Donc, pour le vin, il n'y a pas de certificat phytosanitaire. En revanche, il y aura cette demande d'auto-certificat qui est sur la diapositive, je ne sais plus laquelle, mais vous allez pouvoir la retrouver. Et sur lesquels, pareil, on attend des précisions. Donc, l'autocertificat, il était prévu dans l'accord de commerce et de coopération. Donc, là, c'est le modèle qui est dans l'accord de commerce et de coopération. Voilà, donc, à partir du 1er janvier 2022. Merci, Annie. Très bien. Un autre sujet, effectivement, lié aux produits d'origine animale. Quelles sont les procédures pour exporter des graisses bovines et protéines bovines au UK? Faut-il des documents particuliers? Je ne sais pas si Denis ou vous. Sinon, on pourra, bien entendu, pour des questions précises, on pourra aussi répondre par la suite. Oui, parce que ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour la consommation humaine, pour autre chose. Voilà, j'invite cette personne effectivement à revenir peut-être vers nous et on vous transmettra la question. Voilà. Est-ce que des certificats sanitaires pour des produits qui ne sont pas d'origine animale seront demandés? Par exemple, alimentation animale, comme pour d'autres pays hors UE. Là aussi, ça dépend de ce que c'est, mais ces produits d'origine animale, que ce soit destinés à la consommation humaine ou pour la consommation animale, il y aura besoin d'un certificat. Donc après, ça dépend du type de sous-produits animaux, de traitement et de la destination. Mais là encore, donnez-nous des précisions et on essaiera de vous répondre au mieux. Très bien. Je continue sur le domaine sanitaire. Les produits de la pêche pourront-ils passer par Saint-Malo, Roscoff ou devront passer par Boulogne exclusivement? Denis? Les agréments sont donnés en fait au port de Saint-Malo et de Roscoff. On en reçoit déjà des produits de la pêche. On a reçu les premiers. On a reçu principalement des lots des îles anglo-normandes en produits de la pêche sur Saint-Malo et autrement on en a en direct du Royaume-Uni sur Roscoff. Après, mais l'ensemble, si je ne me trompe, à vérifier quand même, mais sur le site du ministère, l'ensemble des agréments vous pouvez y accéder. Et l'ensemble des points qui ont été ouverts, étendus Brexit, bénéficient de ces agréments. Après, on ne va pas vous cacher que majorité de ces flux passent par les Hauts-de-France, en fait, passent par Calais, Calais et mais Calais et Boulogne, on va dire. Oui, et peut-être la précision, c'est que en fait, ce qui passe par Calais, les contrôles produits de la pêche se font à Boulogne. Donc, puisque généralement, la destination finale, c'est Capécure, le hub de transformation. Donc, pour ceux qui font passer des produits de la pêche par Calais, le contrôle se fera à Boulogne. L'idée, c'était de pas arrêter la marchandise à Calais, alors que dans quasiment 100% des cas, sa destination finale, c'est Boulogne. Un dernier sujet sur les sanitaires avant de passer à autre sujet. Où pouvons-nous trouver les modèles de certificats pour l'exportation de produits d'origine animale? Je pense que c'est un sujet, débat pour l'instant. Denis, est-ce que nous avons une confirmation de l'outil?
Pour l'instant, enfin voilà, les outils qui sont, là, il y a quand même une certaine garantie. Je laisserai, Julie compléter au besoin, mais d'avoir un outil, l'outil Trace C'est pour, ça. gérer la certification export à destination du Royaume-Uni. Il y a juste une question aujourd'hui qu'il reste encore à traiter. Enfin voilà, parce qu'en fait, en fonction de la date à laquelle ça arrive, il y aura une transition entre 2 outils. Un outil Trace, on va dire ancienne génération, et l'outil Trace NT, nouvelle technologie, qui devrait être déployé d'ici la fin de l'année normalement, mais on n'est pas certain que ce soit en œuvre dès le départ. Ceci étant, la communication sera faite et opérée en temps utile, tout comme elle a déjà été initiée ce printemps en vue de l'échéance initiale du 1er avril. Il y a un webinaire qui s'est tenu avec justement l'appui de BCI à nouveau pour sensibiliser, enfin initier les opérateurs à l'utilisation de traces classiques. Donc en fait, normalement, les certificats seront disponibles et en ligne sur cet outil. Ce Voilà, sera tout à l'outil qui sera fait. retenu C'est ça. Et les entreprises pour qui n'avaient gérer pas participé, Intron. tout à fait. Les entreprises qui n'avaient pas participé à ce webinaire sur Trace classique peuvent le retrouver sur BCI Info pour revoir cette vidéo. Elle est également sur le site de France Agrimaire et la draft, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous la retrouvez sur BCI Info et avec la démonstration de France Agrimaire pour remplir case par case ces cases que l'exportateur doit compléter. Donc, c'est déjà un début. Et peut-être pour préciser, tous ces certificats, ils sont aussi disponibles sur le site du gouvernement britannique. Et Denis vous a présenté le lien. Et donc, ils sont disponibles en anglais sur le site britannique. Et en fait, ils sont systématiquement traduits dans toutes les langues de l'Union européenne par la Commission européenne. Et c'est pour ça que l'outil Trace a été choisi pour permettre à tous les États membres de disposer des certificats bilingues dans la langue de leur certificateur et en anglais. Merci pour cette précision. Deux autres dernières questions et après, je pense que ça va se clôturer malheureusement. Le temps est compté. Il s'agit des questions sur les produits composés. On les appelle les composite products. On a beaucoup de questions. Sont-ils soumis à un certificat sanitaire en fonction du pourcentage de produits d'origine animale ou doivent-ils avoir un certificat quel que soit le pourcentage de produits d'origine animale? Les produits composés sont surgelés, sont-ils dans le même cas? Oui, alors on a effectivement beaucoup de questions Oui. sur les produits composites, produits composés, pardon. Donc il y a, je sais plus, Denis, si on a mis en tout cas dans les foires aux questions, vous trouverez pas mal d'informations sur ce point-là. La difficulté, c'est que le Royaume-Uni est resté sur l'ancienne réglementation européenne, qui a été modifiée sur ce point depuis avril. Donc oui, c'est toujours en fonction du pourcentage, donc ça dépend si ça contient de la viande ou pas, ou uniquement des produits laitiers et des ovoproduits. Et effectivement, et voilà, on a mis les précisions sur les produits composites pour que vous ayez plus de précision. Mais en fait, c'est ce que va exiger à l'importation le Royaume-Uni, c'est l'ancienne réglementation européenne. Donc, il n'y aura pas d'attestation privée, par exemple, c'est vraiment en fonction du pourcentage. Est-ce que vous avez plus ou moins de 50% de produits d'origine animale et est-ce que ou plus ou moins 20% si c'est stable à température ambiante. Voilà, Donc c'est comme ça. il y a un diagramme assez complexe en fonction de ce que vous avez dans votre produit et des traitements thermiques éventuels, je vous invite vraiment à regarder et puis n'hésitez pas à poser des questions aussi. Et de toute façon, c'est un point sur lequel, sur le site du ministère de l'Agriculture, on a bien prévu d'apporter plus de À faire un précision focus. et les liens, voilà, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident et de On suivre a tout ce diagramme de décision. Tout à fait. On a de nombreuses questions des entreprises bretonnes, vous imaginez bien. Pour terminer, une dernière question. On a une question qui ne relève pas du sanitaire, qui relève plus de la logistique. Donc, je vais peut-être me permettre d'y répondre. Bonjour, quid d'un schéma DDP London, par exemple, à partir du 1er janvier 2021? Je ne pense pas que le schéma soit lié au 1er janvier 2021. Vous trouverez également sur BCI Info
des webinaires. Comme je le disais en introduction, nous avons organisé une vingtaine de webinaires déjà sur le sujet du Brexit, tant avec notre partenaire, les douanes, qu'avec la DRAF Bretagne ou qu'avec d'autres personnes sur le sujet des incoterms. DDP, c'est un incoterme de l'ICC, la Chambre de commerce internationale 2020. DDP, pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet des incoterms, cela veut dire Delivered Duty Paid. Donc DDP Londres, c'est effectivement une réflexion à avoir, mais ça veut dire que vous intégrez dans le DDP Londres le prix du produit, le prix des droits de douane éventuels. Heureusement, comme Julie l'a expliqué, il y a un accord, il n'y a pas de droits de douane, mais la TVA éventuelle. Voilà. Julie, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter. Non, j'aurais été bien en peine de répondre, Annie, donc Il n'y a pas de merci. souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on a un webinaire sur le sujet, voire plusieurs, sur le site de BCI Info. En tous les cas, n'hésitez pas à nous interroger ou à interroger comme vous avez, je vais remettre à l'écran le lien vers BCI Info. Vous trouverez aussi les contacts, donc conseillers à l'international comme moi, dans vos CCI. Voilà, il me reste à vous remercier, Denis et puis Julie. Je pense qu'on a bien compris que le sujet est effectivement complexe pour divers sujets, notamment liés aux certificats sanitaires. Pour avoir vu effectivement les blocages à l'import de produits britanniques entrant sur le sol de l'Union européenne et ce que vous en avez conclu, le mot anticipation me semble le mot le plus opportun. Je vous laisse le mot de la fin à tous les deux. Merci Annie. Oui, effectivement, voilà, il faut vraiment faire une croix sur le marché unique et le modèle du just in time. Ça ne marchera plus comme ça. Le Royaume-Uni est un pays tiers comme les autres. Donc ça demande effectivement beaucoup d'anticipation, des formalités supplémentaires qui ne sont pas insurmontables, mais qui demandent vraiment de la préparation. Denis, avant que cela s'achève. Oui, bah, j'aurais pas forcément énormément de choses à ajouter. Enfin voilà, seulement dire que on reste disponible, en particulier en Bretagne, pour vos questions éventuelles, pour au moins vous orienter sur la partie import. Voilà, les équipes à l'import on a suffisamment d'agents et qui commencent à avoir un peu d'expérience et qui ont creusé des questions, donc qui sont disponibles pour y répondre. Et puis pour la partie export, pareil, les équipes qui seront là aussi pour vous délivrer les premiers certificats sont en poste pour la plupart et seront présents. Donc voilà. Merci. Merci aussi. Une précision utile à tous. La présentation sera sur le site internet de BCI dans la suite de l'événement. Et la vidéo, dès qu'elle sera mise en forme, également courant de la semaine. Donc, vous aurez la possibilité et de revoir le support et de consulter BCI Info avec le lien que je vous ai mis à l'écran et de réécouter cette intervention. Voilà, donc merci encore. Je vérifie qu'on n'a pas d'autres questions. J'espère que ce webinaire vous aura été utile et que vous serez tous prêts pour les échéances prochaines à venir, puisque le temps file. Au 1er octobre, c'est demain. Et pour les autres produits également. Et bien entendu, nous sommes avec la DRAF Bretagne et avec le CERF Allons Joly Poirot en veille sur le sujet. N'hésitez pas à consulter le site internet du ministère, de la DRAF et puis de BCI. Et si besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je pense que je n'ai pas d'autres informations. N'hésitez surtout pas à consulter le programme de la journée. Nous avons d'autres webinaires à suivre, des possibilités de rendez-vous aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec soit nos partenaires ou les rendez-vous avec des entreprises que vous pourriez rencontrer, évidemment online. On est navré d'avoir une seconde fois cet événement online, mais c'est certainement aussi une façon de pouvoir continuer en tous les cas et de pas trop pâtir de cette situation exceptionnelle. Voilà. Merci à tous. Bon fin de webinaire à tous et merci Denis Ogo, merci Julie Poirot pour votre collaboration. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir.